j'ai presque envie de raconter des anecdotes, mais après, j'ai des gens qui vont regarder. Ensuite, les clients qui vont se reconnaître et qui disent... Au pire, tu dis pas de nom, hein, c'est pas grave. Je dis pas de nom, mais c'est moi qui parle. C'est moi qui ai demandé ça. Bon, je dis pas de nom, mais disons qu'il y a parfois des gens qui ont des yeux plus gros que leur portefeuille. Genre, je voudrais un dessin comme ça, avec plein de trucs comme ça. Et je dis, OK, voilà combien ça coûte. Ils font la phrase, OK, je vais réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne vont plus te répondre. Mais c'est la réalité des choses parce que... Si notre podcast vous passionne et vous inspire, il n'y a qu'une seule chose que j'aimerais vous demander, et c'est de vous abonner à nos plateformes. Honnêtement, nous, ça nous encourage à continuer à créer des émissions et à pouvoir inviter des personnalités toujours aussi exceptionnelles. Alors aujourd'hui, dans Storytown, on a la chance d'accueillir Shinato, qui est notamment connu pour être illustrateur / dessinateur. Donc vraiment, déjà, merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invité. Parce que je sais qu'il y a des gens géniaux qui sont assis dans ce fauteuil et je suis très honoré. On est vraiment content de t'avoir parmi nous. Et déjà, pour commencer, j'aurais peut-être aimé savoir, c'est vrai que je t'ai présenté comme Shinato. Le du coup, on est d'accord, c'est ce qu'il y a dans ton état civil. Oui. Pour ce qui est du Shinato, c'est quoi l'origine en fait derrière ce nom, cette appellation ? Déjà, à la base, il fallait que je me trouve un pseudo parce que, comme énormément d'artistes, les noms de famille malgaches, c'est compliqué à caser sur une feuille. Okay. Et Shinato, ça vient juste d'une carte du Yu-Gi-Oh! C'est tout. À l'époque où je regardais beaucoup Yu-Gi-Oh!, je jouais à Duel de monstres et il y avait une carte qui s'appelait Shinato et que je trouvais un peu cool. Je l'ai jamais joué, mais j'aimais bien. En fait, je l'avais vu dans l'anime Yu-Gi-Oh! Alors pour ceux qui ont la ref, c'est le moment où Yugi et Kaiba se retrouvent dans le monde virtuel et qu'ils affrontent Noah, qui est le vrai fils de Gozaburo. Et Noah sort cette carte à un moment. C'est une carte qui... C'est une carte monstre, invocation spéciale, et il se sert de l'arche de Shinato pour pouvoir l'invoquer. Et j'ai regardé l'épisode, j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça trop cool et j'ai dit, ça, ce sera mon pseudo. Et du coup, t'avais quel âge quand justement Yu-Gi-Oh! C'est quand j'avais entre 11 et 13, 14 ans au maximum. Ouais. Ça date de cette époque. Mais je l'ai vraiment utilisé que quand j'ai commencé à être sur les réseaux. Mais à partir de quand tu as vraiment commencé à dessiner ? Aussi longtemps que je m'en souviens. Sérieux, hein ? Oui, quand j'étais tout petit déjà, mais en vrai que c'est comme tous les gosses dessinent un peu quand ils sont petits. Il y en a mais c'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent au bout d'un moment. Moi, j'ai pas arrêté, c'est tout. Et comment tu as trouvé le style, ton style artistique aujourd'hui ? Je pense que je me cherche encore même. Ah ouais ? Je me cherche. Quand je questionne les gens, ils disent qu'ils reconnaissent ce que je fais. Je trouve ça cool, mais en même temps, moi, j'ai l'impression de continuer à expérimenter, même si j'arrive pas toujours à des nouveaux résultats. Mais qui sait, d'ici 10 ans, je pourrais à nouveau changer de style, dépendamment de ce qui me plairait à ce moment-là. Mais disons que si j'essaie de parler du style que j'ai maintenant, en fait, je pense que c'est depuis que j'ai ouvert En fait, avant que je m'ouvre aux réseaux sociaux, c'est depuis entre 2014, je pense, que j'ai vraiment ouvert ma page. Avant, j'étais juste sur les réseaux en tant que moi et je publiais des photos de temps en temps. Mais quand je me suis dit, OK, je vais ouvrir une page, je vais essayer de partager ce que je fais sur les plateformes diverses, sur DeviantArt. C'est sur DeviantArt. Même si je dessinais beaucoup avant, ma vie d'artiste en ligne a commencé sur DeviantArt. Et j'ai changé, je pense, 4 fois de pseudo avant d'arriver à Shinato. Oui, à un moment, en fait, j'essayais, je ne sais pas si vous regardez ma signature, j'ai essayé en fait graphiquement quel mot sonne bien et s'écrit bien. Et j'ai essayé des trucs vraiment ésotériques. Je ne vais pas vous les montrer parce que c'est des trucs que même moi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce mot. Ceux qui m'ont connu à l'époque, je me revois en train de dire voilà mon nouveau pseudo. Et j'imagine ce qui se passe dans leur tête. J'ai envie, qu'est-ce que tu racontes ? Ça ne veut rien dire. En vrai, j'ai essayé de faire genre, je suis
Je suis deep et tout, mais c'était nul. Shinato, en vrai, je trouvais, je dis, bon, allez, j'aimais bien cette carte Yu-Gi-Oh! Et je vais choisir ça, mais j'ai commencé à dessiner en ligne en 2014, je disais, et pour ce qui est de mon style, je pense que si on aligne tous les dessins que je fais, je vois qu'il y a quand même une progression. Je sais pas si à un moment, si maintenant peut-être que j'arrive à une espèce de vitesse de croisière où je dis, ok, voilà à peu près ce que je maîtrise et voilà ce que je fais souvent. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que je continue encore à chercher et qu'à un moment, je change encore radicalement. C'est très compliqué de dire voici mon style parce qu'après, finalement, est-ce que je ne m'enfermerai pas un peu dans celui-là parce que c'est ce que les gens connaissent de moi et du coup, c'est ce que je suis censé faire tout le temps. Mais après, j'ai vu qu'il y a des artistes qui arrivent tout à fait à jongler entre plusieurs styles. Alors, je pense qu'il y a celui dont les gens parlent le plus, c'était Moebius à l'époque, qui avait 2 styles et aussi 2 pseudonymes différents pour chacun d'entre eux. Genre l'un c'était Jean Giraud, où il dessinait des trucs très rugueux, des trucs genre Blueberry, où c'était des trucs, c'était des westerns où il y avait énormément de textures et c'était un peu sale ces dessins. Et il y avait la partie où il signait sous le nom de Moebius, où c'était de la science-fiction et c'était des lignes claires, avec des trucs presque géométriques, on dirait que même c'était des maths. Les deux sont très différents, mais c'est la même personne qui tient la plume à chaque fois et je me suis dit, bon, si lui il peut se permettre de faire ça, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que je me limiterais à un style. Des fois je dessine des trucs très semi-réalistes où j'essaie d'être proportionné et tout. Des fois je fais des trucs un peu distordus, des fois je fais des trucs plus mignons, chibiesques, juste parce que j'en ai envie et tant pis si le style change. Je pense que je mettrais le seul point commun c'est la signature en dessous, quoi. Tu dis que d'une certaine manière tu continues de te chercher. Je veux dire, ça c'est un processus, j'ai envie de dire, perpétuel au final, hein, qui s'arrête jamais. Mais toi aujourd'hui quand tu dessines, quand tu fais des illustrations, est-ce que tu le fais principalement pour toi ou maintenant que tu sais aujourd'hui tu as un public, il y a beaucoup de gens qui t'admirent, qui admirent le travail que tu fais, ou est-ce que d'une certaine manière tu le fais aussi pour eux maintenant que tu vois, as cette communauté Est-ce que je regarde les stats sur mon Instagram? Les highlights, c'est quoi le high moment? J'ai essayé en fait de mettre sérieusement sur les réseaux, genre ok, qu'est-ce que les gens aiment bien, c'est quoi mon ratio, qu'est-ce que je dois faire comme si le dessin pour est-ce que je dois faire des reels maintenant parce que c'est ce qui marche? Il y a cette espèce de truc sur TikTok et sur Insta sur le son qui dit Instagram told me that I need to make reels, so this is my reels. Et en fait, c'est juste des artistes qui font un reels vraiment cheap juste pour plaire à Insta alors qu'ils n'ont pas envie. Moi aussi, je me suis dit, est-ce que je devais devoir me mettre à la vidéo plutôt à des trucs genre où je dois me filmer en train de dessiner, faire des montages et tout. En vrai, je commence un peu à le faire où je fais des trucs très simples, où je me filme en train de dessiner, puis je mets une caption et puis voilà votre reel. Vous êtes content maintenant? Je le dis avec un peu de sel parce que à la base, nous, on était venus pour faire des photos, pour faire des images. Et Insta qui essaie d'imiter TikTok, en vrai, ça marche un peu parce que les gens se plaignent que Insta, pourquoi vous poussez les Reels, mais en même temps, s'ils les poussent, c'est qu'on les regarde. Donc, en vrai... Donc, en fait, est-ce que je cherche à plaire au public? Oui, d'une certaine manière, parce que, mine de rien, il y a des choses qui leur plaisent. En vrai, il y a des dessins que je fais, celui-là, il va marcher et tout. Il y a des dessins que je fais pour moi, il y a des dessins qui sont un peu têteux. Il y a par exemple un espèce de ratio que j'essaie de respecter, genre 50, genre 2 tiers c'est mes dessins, 1 tiers c'est des fan art. C'est une stratégie comme une autre. C'est pas je dis stratégie. En même temps, j'aime bien faire des fan art, mais vu que ça touche plus de gens qui seront pas forcément, qui seraient pas forcément venus sur ma page autrement, pourquoi pas. J'ai pas spécialement de volonté à forcément plaire aux gens en faisant les trucs parce qu'à la base je dessinais pour moi et finalement je dis que le succès c'est jamais juste une conséquence et si jamais un jour ça marche pas, genre un jour les gens disent on n'aime pas ce que tu fais, forcément je vais le prendre mal, mais au final est-ce que c'est ce qui fait que je vais arrêter de faire ce que j'aime juste pour faire du clic? Je sais pas, je n'en suis pas encore arrivé là. Je sais qu'il y en a qui font ça. Je comprends c'est des trucs que les gens font, genre faire ce qui plaît au public plutôt avant de faire ce qui te plaît à toi. Et c'est un truc que je respecte parce que c'est pas eux, c'est les plateformes qui veulent ça. Je pense que s'il m'arrive de le faire,
je me regarde pas dans le miroir en disant t'es un vendu. Ouais. Non, je me suis dit c'est comme ça. Mais mon seul truc, c'est que il faut que le dessin me plaise à moi aussi. C'est pas non plus je vais faire tout à n'importe quoi juste parce que ça marche. Bon, je pense que je tomberai pas là-dedans, mais même si je fais des trucs qui, on va dire commercialement, marchent plus que d'autres, toujours le dessin il me plaît à moi aussi. Et là, qu'il plaise aux autres sera juste une bonne conséquence ensuite. Mais voilà. Ça m'arrive de faire des trucs qui bident un max. Ouais. Je garde mes stats et je dis c'est tout. Tant pis, je l'ai fait quoi. Ouais. Mais c'est pour moi avant tout. Il y aura toujours quelqu'un qui ça plaira et je serai toujours content de ce que je fais. C'est quoi qui t'inspire en tant qu'artiste? Est-ce que tu as des sources d'inspiration particulières, que ce soit des personnes, des objets, des scènes de la vie? J'essaie de dessiner un peu plus spontanément, parce qu'il y a une époque où en fait, c'était pas... Ça aussi, c'était une tare que j'avais pour les premières fois sur les réseaux, il fallait que je fasse des trucs ultra léchés, bien chiadis, bien calculés, tout ça, pour que je le publie. Genre, si c'était un truc, je me dis, c'est un peu sale, c'est un peu moche, je le publie pas. C'est vrai qu'aussi, on regarde un peu, peut-être mes premières publications, c'est que des produits finis, bien propres, bien nettoyés, bien cadrés. Ce qui est cool, mais au final, je trouve que en fait, je sais pas si c'est le bon mot, mais humainement, faire tout le temps des trucs ultra propres, c'est pas très... Je me suis plus habitué à dessiner un peu tout et n'importe quoi, quitte à ce que ce soit un peu moche, mais juste histoire de continuer à dessiner et de même publier des trucs que je fais qui sont pas forcément aboutis. Je le fais pas tant que ça, mais... Et aussi, dessiner des trucs... J'ai énormément de dessins pas aboutis que j'aurais pas publié avant, mais que je publie maintenant. Il y a aussi énormément de dessins que je fais dans mon carnet qui sont bien et tout, mais je les montre à personne. Je les fais pour moi. Ah ouais. C'est ça aussi le truc, c'est que les réseaux sociaux ont créé un shift dans la manière dont dessiner. Genre, est-ce que je dessine pour publier? Est-ce que je dessine pour moi? Est-ce que je dessine pour m'entraîner? Pourquoi je fais ce dessin? Genre, au moment où je fais ce dessin, est-ce que je pars dans l'optique de celui-là, il sera publiable ou tout? Et c'est quelque chose que je trouve qui a pu un peu me ronger à un moment où je me suis dit, je me force un peu comme si c'est un travail, hein, parce que ça fait partie du travail de réseauter aussi, mais c'est quelque chose que je voulais pas qu'il prenne le pas. Et du coup, en fait, quand je cherche cette fois, je suis dans un moment où je me laisse beaucoup de liberté à dessiner tout et n'importe quoi. Peu importe une chaussure que je vois traîner, je la dessine. Même si c'est pas en accord avec le reste de la page, bah, tant pis, je le fais pour moi parce que je trouve que la chaussure elle est bien. Des fois, il y a un moment où je dessinais beaucoup les véhicules, les motos. Genre, je vois une moto qui est là, je le dessine dans un coin. Le dessin, au final, n'a rien d'exceptionnel, c'est juste une moto, mais ça m'a plu. Des fois, j'ai pas spécialement d'inspiration, mais je dessine juste... je fais de l'urban sketching où je dessine juste les passants et des trucs comme ça. Et en fait... c'est un truc que j'ai fini par apprendre où c'est pas obligé d'avoir une signification particulière à chaque dessin. Au fil des années, j'ai désacralisé mon dessin dans le sens où, pour moi, c'est plus... Même si je l'aime toujours, pour moi, le dessin, au final, je sais qu'au début, je faisais des dessins, je les mettais dans des classeurs et tout, et je faisais harmonieux. Aujourd'hui, j'ai désacralisé le truc. Pour moi, c'est plus cet objet ultra précieux que je vais montrer aux gens et tout. Pour moi, c'est juste... c'est comme respirer, en fait. Je le fais, et puis je le fais pas, et puis c'est un peu sale. Et j'ai pas de source d'inspiration. Même si j'ai des sujets qui reviennent souvent. Je pourrais les réciter, les robots, les scènes de combat, les trucs un peu distordus. Là, c'est des trucs qui reviennent souvent parce que c'est des trucs qui me plaisent, mais au final, je dessine un peu tout ce qui passe. Voilà, c'est juste ça. Il y a deux choses hyper intéressantes que tu as dit, sur lesquelles j'aimerais rebondir. C'était tu dessines parfois pour toi, et que dessiner pour toi, c'est devenu un peu une seconde nature, comme respirer. Est-ce que quand tu dessines aujourd'hui, ça t'aide? Alors je dis ça t'aide, je développe un peu. Ça t'aide à peut-être te sentir mieux, à peut-être t'évader. Est-ce que pour toi, ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un peu des fois de la thérapie, je mets des guillemets, tu vois? Est-ce que pour toi, c'est aussi une manière de t'évader, ou vraiment
on reste vraiment dans la pure passion et ça a vraiment aucun impact en fait sur ton toit, tu vois, ton toit au plus profond de toi, quoi. C'est sûr que ça m'aide. Je sais pas sur quel plan psychologique ça m'aide. Je me suis jamais analysé mes dessins en disant c'est ma thérapie et tout. Parfois c'est très spontané, parfois ça me fait du bien sans que je le sache. Oui, sans doute. Peut-être qu'il y a des moments où je m'exprime mieux en dessin qu'avec des mots. Peut-être qu'il y a des trucs qui sont en moi que je ne sais pas qui sont là, mais qu'au moment où je fais les dessins, c'est là que je les accouche sur le papier. Est-ce que c'est de la thérapie? Je ne sais pas. Disons que je pense que le dessin, pour moi, c'est qu'un outil parmi d'autres pour me sentir mieux. J'ai un peu la gorge. Ouais, Il est tôt, les gens. Il est tôt pour moi. Il y a des gens qui sont déjà actifs depuis 5 heures, là. Je dirais qu'en fait, c'est la création en général qui me fait du bien. Parce qu'on connaît pour le dessin, mais je fais autre chose. J'ai une seconde page qui s'appelle Irchinatu, avec un W. Super nom. Très... J'ai cherché des heures. Comment j'ai appelé ma seconde page? Irchina 2, quoi. Ouais. Où je fais des craftings, où je fais de la sculpture, et je publie assez rarement, et en vrai, je regarde peut-être même pas les stats du truc, mais c'est vraiment juste... Ça, c'est vraiment une page que j'ai créée, genre, c'est mon petit plaisir. Parce que si professionnellement, ma page principale, c'est Irchinato, Irchinato, c'est vraiment juste, tant pis si les gens suivent pas, c'est vraiment pour moi. C'était aussi un peu pareil sur mon TikTok, parce que j'avais un truc qui m'arrivait, c'est que presque mécaniquement, chaque réseau était fait pour le dessin. Et à part ma page perso Facebook, j'avais pas de réseau où je publiais pas de dessin. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ouvre un réseau, c'est pour le dessin. Et puis je me sentais un peu étouffé là-dedans. Mon TikTok et mon second profil Instagram, c'est vraiment des trucs pour moi où je publie un peu rien. Des fois, je publie des dessins dessus. Des fois, je publie des trucs qui ont rien à voir parce que ça me fait plaisir. Et je pense que c'était ça ma thérapie, c'est de faire des trucs. Et tant pis, ça n'a rien à voir avec les dessins parce que je fais aussi autre chose à côté. C'est pas comme si, même si je suis connu pour ça, je fais aussi autre chose. Et le fait de pouvoir faire des choses sans qu'il n'y ait de conséquences professionnelles ou sur les réseaux ou quoi, le fait de pouvoir juste faire des choses parce qu'ils me plaisent avant tout, c'était ça. Et c'est pour maintenir en fait ma passion. En fait, des fois, la création, c'est vraiment devenu professionnel. Genre, il faut que je crée pour me développer, pour machin. Et puis, au final, il ne faut pas oublier que ça peut aussi rester un plaisir pour moi. Et les trucs que je fais, genre par exemple la sculpture, je sais que je ne pourrais jamais professionnaliser ça parce que ça coûte trop cher ou que je n'ai pas le matos ou que je n'ai pas les cadres. Et je n'ai peut-être même pas envie parce que j'ai envie que ça reste mon petit cocon à moi. Et si les gens suivent, tant mieux. Si les gens ne suivent pas, tant pis. Tu es dessinateur full-time ou est-ce que tu as une autre profession Je suis full-time dessinateur. Et full-time, ça ne veut pas dire que je dessine tout le temps. Ça veut dire que j'ai officiellement aucune autre activité. Okay. Parce que je suis freelance depuis quelques temps. Avant, je travaillais pour une boîte. Et avant ça, effectivement, j'avais un autre travail qui n'avait pas grand-chose à voir avec dessinateur. Je dessinais à côté. Et à un moment, là, tout de suite, je suis freelance. Et freelance, ça veut dire que je passe beaucoup de temps à ne pas dessiner. C'est ça, freelance. Énormément de temps du freelance est passé à ne pas faire pourquoi tu travailles, mais à chercher à le faire. Et en fait, là, en ce moment, je démarche, je fais des contrats ici et là. Je démarche beaucoup, mine de rien. Ce qu'il faut chercher aussi. Avant, je travaillais dans une boîte pour laquelle je dessinais également, mais je suis parti pour diverses raisons. Mais officiellement, mon travail, quel qu'il soit, a toujours plus ou moins un rapport avec le dessin, quoi. Et ça va, tu arrives à vivre convenablement, enfin, tu sens que ça va, ça te permet quand même de bien vivre. Question compliquée. Vivre du dessin, c'est possible, mais c'est pas facile dans le sens où quand j'étais dans une boîte, oui, ça allait. Quand on est freelance, tout le monde sait que les freelances, c'est très irrégulier. Donc, il y a des moments où il y a des gens qui arrivent, il y a des moments, des semaines où il y a personne où tu fais rien. Les factures arrivent quand même. Et il faut arriver à trouver... en fait,
il faut toujours batailler pour dessiner, même si, évidemment, moi, je suis pas le plus à plaindre, parce que j'ai eu énormément de chance. Je sais qu'il y a des gens qui dessinent et qui galèrent un peu parce que c'est comme ça que c'est gaulé, le fait d'être freelance et de dessiner, parce que c'est pas non plus des prestations de services où tu peux trouver un contrat toutes les semaines. Il faut que quelqu'un cherche a besoin d'un dessin, il faut que la personne accepte, il faut qu'il accepte tes prix. C'est aussi une partie compliquée, c'est pricer ce que je fais, parce que déjà pour le marché local, pour le marché à l'extérieur, les gens posent pas forcément de questions. Pour le marché local, c'est un peu compliqué parce qu'on est ici, et c'est vrai qu'il y a aussi énormément de discussions qui aboutissent à rien, parce que peut-être la personne cherche. J'ai presque envie de raconter des anecdotes, mais après, j'ai des gens qui vont regarder. Ensuite, les clients qui vont se reconnaître et qui disent... Au pire, tu dis pas de nom, hein, c'est pas grave. Je dis pas de nom, c'est moi qui parle. C'est moi qui ai demandé ça. Bon, je dis pas de nom, mais disons qu'il y a parfois des gens qui ont des yeux plus gros que leur portefeuille. Genre, je voudrais un dessin comme ça, avec plein de trucs comme ça. Et je dis, OK, voilà combien ça coûte. Ils font la phrase, OK, je vais réfléchir. Ça veut dire qu'ils ne vont plus te répondre. Mais c'est la réalité des choses, parce que... Je vais vous raconter une anecdote. Cette fois, je peux le dire. J'étais pendant une dédicace où je faisais des dessins. Au truc, il y avait d'autres dessinateurs plus expérimentés à côté à l'époque. Je dessinais des trucs, machin. Il y a des gens qui arrivent et qui voient mes dessins. J'étais jeune, j'étais naïf à l'époque. Enfin, j'étais pas naïf, j'avais pas conscience des choses. Si, en fait, être naïf au final, qu'est-ce que je raconte? Et il y a un monsieur qui arrive et il voit mon dessin, il dit j'aime bien. J'étais là pour signer des livres surtout. Il dit pas les livres, mais les dessins m'intéressent, vous les vendez? Et j'ai regardé quelqu'un à côté de moi et on se dit comment je le vends là? Je dis 45, 50 euros. J'étais en euros. Et les gens ils disent ouais, ça a l'air pas mal. Et je me dis 45, ça vous va? Et le monsieur il a fait je vais réfléchir. Et il est parti, il n'est pas revenu. Et je me suis dit ah merde, j'ai mis trop. Et c'est à un moment que les autres dessinateurs à côté ils me disent merde, qu'est-ce que tu fais? Je dis bah quoi? Je pensais que c'était un bon prix. Il me dit, tu vends pas ça à 45 euros? Ah bon, c'est trop cher? Non, tu vends pas ça à moins de 200 euros. Ah ouais. Il a dit ça. En fait, il y a vraiment... Okay. Je me suis pas rendu compte qu'il y avait même des normes sur les prix que tu devais fixer pour pas tuer le marché. Combien même tu serais capable de survivre en mettant des prix très bas, il y a un certain seuil en dessous duquel pour pas tuer le marché du dessin, tu dois pas descendre en dessous de ça. Mais encore ça, parfois, c'est un peu haut pour les gens. Et c'est pour ça que c'est parfois compliqué de leur expliquer que même si c'est un dessin, et combien même je serais capable de le faire en 2 heures, il y a certains seuils de prix que je peux pas descendre en dessous. Et il y a aussi autre chose que j'ai appris, et encore une fois, c'est parce que c'est pas le cas de tout le monde. C'est un truc que je vais mettre vraiment en gras, en bold, sur toute la fiche. C'est que mon cas n'est pas à prendre comme une généralité, parce que j'ai, encore une fois, eu énormément de chance par rapport aux gens que j'ai rencontrés, mais il y a des fois où je me suis permis de refuser des clients. C'est un truc qui arrive souvent. En fait, quand il y a un client qui arrive, tu dis j'ai besoin de tel ou tel dessin, et tu dis voilà mon prix, et le client il fait mais c'est trop cher. On peut être tenté de baisser son prix, toujours dans des proportions raisonnables quand même, oui, pour pouvoir avoir le client. Mais il y a des moments où je me suis dit, ça vaut pas le coup vaut mieux perdre un client et pas travailler à ce moment-là que de l'accepter. Et je sais que je vais être fatigué de ouf pour un prix que j'aurais déjà bradé. Parce que ça m'est déjà arrivé de faire un truc où je me suis dit, OK, je vais baisser mon prix pour que ce client puisse m'accepter. Il a accepté, j'ai fait le dessin, et au bout d'un moment, j'étais mort, et le prix m'a paru de plus en plus dérisoire, genre, au final, j'aurais peut-être pas dû accepter, parce que là, tout l'effort, et au moment où j'ai pas dormi, j'étais un peu malade et tout, et je me suis dit, putain, ça valait pas le coup. Et c'est quelque chose que j'ai appris, qu'on peut apprendre vraiment à la dure, où tu fais l'erreur, et t'es fatigué de ouf, t'es malade à la fin, et c'est là que tu te rends compte que, OK, j'aurais dû peut-être faire plus cher, parce que c'est ta faute aussi, parce que le client, il est content, hein. Il a eu son dessin pour pas cher, et toi, tu étais content au début d'avoir un client, mais c'est au final que tu regrettes. Et je me suis rendu compte que, certes, c'est vrai qu'en tant que freelance, ça paraît fou de refuser des gens, parce que c'est vrai qu'il y a des moments où je ne vais pas travailler. Mais au final, je me suis rendu compte que, OK, j'ai mes skills en tant que ressources, mais j'ai fini par apprendre que ma santé et mon temps aussi étaient des ressources et que je devais les prendre en compte.
Et parfois, ton temps et ta santé ne valent pas de l'argent. Ça paraît fou au début, mais au final, tu te dis, bon, ok, je fais... Tant pis. Et c'est des trucs que j'ai appris avec le temps. Et il y a des gens qui acceptent tout parce qu'ils veulent grailler. Et je comprends. Parce que, encore une fois, ma situation est très loin d'être la plus inconfortable. J'ai une maison, j'ai pas de famille forcément à charge et des trucs comme ça. Il y a des gens qui, je sais, ils ont besoin de nourrir leurs enfants et tout. Donc, ils doivent trouver, accepter un peu tout. Et ce que je comprends et... ce qui parfois m'attriste aussi parce que les choses devraient être plus reconnues dans le sens où les gens doivent pouvoir... J'aurais aimé que les gens puissent mieux vivre de ce métier, on aimerait tous, mais c'est pas la réalité des choses et moi pour le moment je suis encore à l'aise, je sais pas ce qu'il en sera dans quelques années, quelques mois, quelques semaines, quelques jours. On verra bien. Pour le moment je cherche, je démarche, je parle à des gens et si un client arrive, tant mieux. S'il n'arrive pas, je continuerai à chercher pour dire que oui, on peut en vivre. C'est compliqué, mais on peut en vivre. Pour le moment, pas forcément avec que des clients locaux, parce que si c'est que des clients locaux, alors ça dépend, oui, tu pourrais en vivre, mais ça va brider un peu ce que tu peux faire. Voilà. C'est quelque chose que tu as souvent répété, c'est que tu as eu de la chance. Oui. Je voudrais peut-être parler un petit peu de ça. Si tu peux peut-être nous dire, tu penses c'est quoi, toi, du coup, la chance dont tu parles, elle s'est manifestée comment dans ta vie ? Déjà, en discutant avec les gens, je me suis rendu... excuse-moi. En discutant avec les gens, les autres dessinateurs, ils m'ont parlé de leur famille. Et avant, je me disais, mes parents ont toujours été très, très ouverts, très encourageants. Mon père est lui-même dans le monde artistique, il m'a montré les bandes dessinées, il nous a laissé regarder des dessins animés. Ma mère, elle n'est pas artiste, enfin, elle est artiste, mais elle n'est pas dans le dessin. Elle fait plus de tout ce qui est vêtements, trucs comme ça. Et mes parents, du coup, ont été très encourageants. Et pour moi, j'ai toujours vécu dans cet environnement-là. Et je me suis dit, ok, c'est cool, je dessine et machin. Avec les années, en parlant à des gens, je me suis rendu compte à quel point l'un des plus gros obstacles pour les artistes, c'est leur propre famille, qui peut-être ne comprennent pas, ne veulent pas qu'ils fassent ça. Et ça, dans n'importe quel domaine, hein, pas comme dans le dessin. Il y a des gens qui font de la cuisine, des gens qui font des métiers qui ne sont pas traditionnellement vus comme des métiers. Tiens, j'avais regardé la vidéo avec Artina Teddy, il en parlait, ouais. Je vais être photographe. Il dit, c'est pas un vrai métier, photographe. Et c'est un peu pareil, en fait, dans tous les métiers, un temps soit peu artistique ou un temps un peu créatif qui ne sont pas carrés. Déjà, j'ai eu la chance, du coup, d'avoir une famille, des parents qui étaient très ouverts sur les cultures, sur les métiers, sur les gens, qui m'ont encouragé, qui ont un peu me dirigé scolairement, genre où est-ce que tu peux aller comme école pour un peu développer vraiment des trucs qui ne sont pas du tout la norme à Mada. Généralement, ce que j'entends, c'est que les parents disent il faut que tu fasses des études, tu sais même pas pourquoi tu les fais, mais il faut que tu les fasses. Il faut que tu fasses des trucs de droit, de médecine, de finance, de gestion. Tu sais pas pourquoi tu les fais, mais il faut le faire. J'entends souvent ça et le dessin n'aura été qu'un accident au final dans ce parcours. C'était déjà ça qui fait que j'ai de la chance. J'ai eu de la chance aussi d'être un gars. Parce qu'il y a aussi, par exemple, je pense il y a aussi des jeunes femmes qui ont une couche de complications en plus, il faut se le dire, par rapport aux hommes. Grâce à ça, ça fait une chaîne de chance où, grâce à mes parents, j'ai pu rencontrer d'autres gens qui m'ont ouvert d'autres voies, etc., etc. Ce qui est une voie, ce qui est un parcours qui est pas du tout, qui est presque anormal dans le monde où on est. C'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Mine de rien, j'ai beaucoup de chance, j'ai aussi des mérites, mine de rien. C'est parce que la chance, elle vaut que si tu en fais quelque chose, forcément. Bien sûr. Si tu peux pas juste compter, j'ai de la chance et tout, parce que c'est toujours une combinaison de la chance, des opportunités qui arrivent et ce que tu vas en faire. Donc, je pense que j'ai pu jouer bien mes cartes jusque-là, mais ma chance, c'est que j'ai eu des bonnes cartes au départ. Okay. En parlant justement d'opportunités, tu as un projet d'ailleurs qui s'appelle Unité Z, dont le deuxième tome sortira en début 2024. Tu me corriges si jamais. Oui, je suis à tout bon. Le premier tome est notamment vendu dans des grandes enseignes à l'étranger, dont la Fnac. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet, genre comment il est né et comment tu as pu
j'ai envie de dire, comment ton art a pu atterrir dans les références de la FNAC, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. La chance à nouveau d'avoir pu rencontrer... en fait, quand je dessinais souvent pour moi, pour les réseaux, mais un des moments que j'aimais bien, c'est peut-être où il y a des festivals, où il y a des ateliers, tout ça, et je me pointais et j'étais pas forcément celui qui parlait le plus ou qui interagissait mieux avec les gens, mais j'étais là. J'ai fini par rencontrer d'autres dessinateurs qui avaient déjà un pied dans l'industrie de la BD. Ils ont pu, du coup, peut-être parler de moi, ou j'ai pu rencontrer des ateliers où en fait des pros arrivent et on peut discuter avec eux, et c'est ce genre de choses qui a fait qu'au bout d'un moment, il y a un éditeur du coup réunionnais, l'édition s'appelle Des Bulles dans l'Océan, qui est entré en contact avec moi. Il avait déjà signé pour plusieurs dessinateurs malgaches, genre Doigt, Kate Moss James, Pov, qui avaient déjà des BD dans leur bibliographie qui étaient édités chez lui. Et je lui ai montré un peu mes dessins. Il n'avait pas forcément toujours tout de suite de projet pour moi, mais il regardait un peu ce que je pouvais faire. Et c'est toujours comme ça, il a des contacts de dessinateurs, ou peut-être qu'il y a un scénariste qui a besoin d'un dessinateur. Au début, je devais faire bon, je peux le dire. Il y a une BD qui s'appelle Fièvre, qui est chez le même éditeur, et j'ai fait un essai pour celui-là. C'était pas très concluant. J'étais assez inexpérimenté à l'époque, je comprends que ça n'ait pas marché. Mais bon, tant pis, j'ai tiré mon coup sur celui-là. Quelques années plus tard, il y a un autre, un scénariste, Motus, du coup, qui est le scénariste du Unité Z, qui n'avait pas tout de suite le projet, mais on était en contact sur les réseaux. Il parlait beaucoup, il est très actif, il fait la promo d'énormément de BD, et on s'est ajouté et on a commencé à discuter. Et il est super sympa. Et puis, au bout d'un moment, il m'a demandé « Qu'est-ce qui te plaît comme thème ?» Je ne sais pas s'il avait déjà le scénario d'Unité Z à ce moment-là, mais je lui ai dit j'aime bien tout ce qui est fantastique, science-fiction, horreur, ce genre de choses. Et il dit ok. Quelques temps plus tard, il a dit bon, j'ai ce scénario qui est Unité Z. Il m'a fait lire, il n'avait pas encore d'éditeur, mais il m'a dit si ça te plaît, on monte un dossier ensemble. Et je me suis dit ok, cool. J'ai commencé à dessiner des concepts, quelques pages, et c'est là qu'on a soumis à Jean-Luc, qui est donc l'éditeur, notre éditeur maintenant, à Des Bulles dans l'Océan. Et ça a été accepté. Le premier tome, on a commencé à travailler dessus vers 2018, je pense. Sorti en 2021. J'ai plus la notion depuis le Covid. Genre, les 3 années du Covid ont été mélangées en une seule, et je ne sais plus quelle date c'est, mais dans la période du Covid. Et le truc, c'est que je travaillais assez lentement. J'avais des problèmes matériaux, j'avais des problèmes d'électricité, ce qui fait que j'ai été assez lent pour le faire. Le premier tome, le deuxième tome, j'étais aussi lent, mais un peu moins. Déjà ça. Le troisième tome, parce qu'on essaie de voir si on peut faire un troisième tome. S'il y a un troisième tome, j'essaierai d'être encore plus rapide. On a gagné de l'expérience, mais c'est comme ça qu'Unité Z est née, grâce à Jean-Luc, grâce à Motus, qui m'ont fait confiance pour le coup. Voilà, je regarde la BD avec du recul et je vois tout ce que j'aurais pu faire de mieux et tout ce que j'ai pu faire mieux que le premier tome dans le deuxième, et j'imagine déjà comment je pourrais m'améliorer pour mes livres futurs. Juste peut-être pour qu'on puisse un peu mieux comprendre le monde des dessinateurs à ce niveau-là, ça se passe comment? Généralement, c'est des prestations pour lesquelles tu es rémunéré en une seule fois, ou est-ce que par exemple tu touches des royalties après, du coup, je sais pas si ton contrat ne te permet pas de... Je te donne pas des chiffres, mais genre concrètement, comment toi tu te rémunères là-dessus c'est à chaque vente de livre, du coup, qu'il y a un truc qui est viré chez toi, par exemple Je vais être un peu technique, du coup. Bon, je vais expliquer un peu comment ça marche, de ce que je sais, et après, chaque éditeur a ses propres règles aussi. Parfois, il y a des règles en commun. Et chaque pays aussi a des règles différentes, donc je vais vous dire comment ça marche pour nous, à l'éditeur où on est. Donc en gros, d'abord on crée un dossier pour la BD, c'est ce qu'on a fait, pour dire voilà le scénario et voilà visuellement à quoi ça pouvait ressembler. C'est ce qu'on a fait. Avec Motus, on a créé... Motus a écrit l'histoire, le pitch, et moi de mon côté j'ai dessiné des personnages, certains décors, et j'ai fait les 5 premières pages. C'était ça notre dossier.
Et l'éditeur a regardé, il a fait « Ok, ça me plaît ». À ce moment-là, il nous fait signer un contrat pour dire « Voilà la BD, voilà quand est-ce que vous devriez plus ou moins le finir, voilà le nombre de pages, et voilà votre avance sur droit ». L'avance sur droit, c'est qu'en fait, la BD, chaque exemplaire, quand vous la vendez, donc elle est chaque prix, disons 16 €. Le prix va être divisé selon tous les gens tous les intermédiaires dessus, genre la Fnac, l'imprimeur, nous, les auteurs, l'éditeur lui-même, bon, tous ces gens qui ont contribué à ce que la BD arrive dans les mains du lecteur. Ils ont tous un pourcentage sur ça. On va dire que, par exemple, un auteur, il va avoir 8, 5, 10%. Encore une fois, ça dépend de chaque éditeur. Et l'avance sur droit, c'est que au moment de la création de la BD, il faut quand même payer que les auteurs vivent. Du coup, il va t'avancer les droits sur tes ventes. C'est-à-dire qu'il va prendre un certain chiffre, 1 000 €, 10 000 €, ça dépend des 3 000 €, je ne sais pas. Et il va te donner à l'auteur cet argent. Il dit ça, c'est pour que tu vives le temps de créer la BD. Une fois que la BD est créée, bon, tu as été payé pour purement... Tu as eu une avance sur droit. C'est pas vraiment une paye pour la création de la BD, mais c'est une avance sur droit qui t'a permis de vivre. Une fois que la BD est sortie, pour que tu puisses à nouveau, à ce moment-là, toucher des royalties, il faut que le nombre d'exemplaires correspondant à cette avance sur droit soit vendu d'abord. Okay. Une fois que c'est comblé, là, tu commences à toucher des royalties. Ok, d'accord. Et donc, c'est-à-dire que c'est à chaque... fin de mois, c'est quoi la Fnac envoie à l'éditeur le nombre de trucs vendus et après là voilà c'est calculé. Et une fois que dit voilà ce qu'on a vendu comme exemplaire et une fois que le nombre d'exemplaires minimum est touché, il y a de l'argent qui commence à rentrer. Okay. C'est pas toujours évident dans le monde de la BD parce que l'environnement est saturé. Je sais pas si vous voyez le nombre de bandes dessinées qui existent. Je pense qu'on ne rend pas forcément compte. Hein. Ouais, c'est des milliers de titres uniques qui sortent chaque année de différents éditeurs, juste BD franco-belge, je compte même pas les comics, je compte même pas les mangas. Les lecteurs sont inondés de titres. Essayer de tirer son épingle du jeu, c'est compliqué. Je pense que ceux qui s'en tirent le mieux, c'est ceux déjà les gros noms qui, je sais pas, Zep avec Titeuf par exemple, ou tout ce qui est Spirou, machin, c'est des gros noms qui de toute façon, c'est des blockbusters de BD qui de toute façon se vendront. Les nouveaux Astérix, tout ça, c'est banger dès le début. Mais des gens qui arrivent, compliqué. Nous, c'est un éditeur réunionnais, donc c'est un peu de niche parce que, en fait, déjà, l'éditeur des Bulles dans l'océan, il a une particularité, c'est que il ne travaille qu'avec des auteurs qui sont originaires de l'océan Indien ou qui parlent de l'océan Indien. Donc moi, la BD Unité Z n'a rien à voir avec Mada, mais je suis un auteur d'ici, donc ça va. Il y a des auteurs étrangers qui parlent de Mada, genre par exemple Tangal, qui est une BD qui parle de l'époque de la colonisation, mais qui a été écrit par Motus, qui est français. Là aussi, ça passe. Et c'est toujours ce genre de bail. Il y a des auteurs qui sont de Maurice, de La Réunion, de toutes les îles sœurs de l'océan Indien, et d'un peu d'Afrique aussi, je pense. Je ne m'en trompe pas, je ne sais pas. Je pense. Pardon si j'ai oublié quelqu'un. Mais en gros, c'est ça la particularité. Donc, c'est déjà quelque chose d'assez niche. Donc, essayer de combattre les gros... Ouais. Dupuis, Casterman, tout ça, c'est compliqué, mais on a notre propre identité, du coup, mine de rien, on se dégage quand même par rapport à ça. Et c'est cool parce que ça fait plaisir d'avoir quand même des gens dont le but, c'est de chercher des auteurs d'ici. C'est cool. Mais c'est de toucher des royalties, vivre dessus de la BD, c'est compliqué, pas seulement pour nous, pour tous les auteurs en général. Si on regarde les infos maintenant, il y a des auteurs en France qui sont pas forcément mieux lotis que nous. Ça dépend desquels, parce qu'ils ont par rapport à leurs droits, par rapport à leur assurance, tous ces trucs-là, c'est encore plus compliqué, je pense. Et ça fait que la BD, c'est pas forcément évident d'en vivre, parce qu'il y a énormément d'auteurs qui font autre chose à côté, qui a toujours un rapport avec le dessin. Moi, je pense que là, tout de suite, je peux pas vivre uniquement de la BD. Je vis du dessin en général. Et la BD, c'est un élément parmi d'autres. Ouais, d'accord. Après, bon, si jamais ça a été renouvelé pour un tome 2, c'est que ça a un minimum quand même bien marché et que ça plaît. Ok. Ça a trouvé son audience. Ça commence à trouver son audience. Oui. Ok. C'est stylé de ouf. J'ai vu, t'as une chaîne YouTube sur laquelle t'es plus actif. La vieille chaîne YouTube.
La dernière publication, elle date il y a 2017, je pense. Ouais, il y a quelques années. Là aussi, c'est pareil, c'est un truc genre, il faut que je sois actif, il faut que je fasse de l'animation. Et justement, l'animation, parlons-en un petit peu, c'est un truc qui te parle, sur lequel tu as envie quand même de continuer J'essaie de travailler un peu dessus. L'animation, c'est 1000 fois plus galère que le dessin tout court. Parce que, quand un dessin, je pense. Alors, il y a les strates de comment c'est compliqué, il y a le dessin, il y a faire des vidéos, il y a de l'animation qui, par rapport à ce que je fais, ce qui est au top là, c'est compliqué parce que faut faire 15 000 fois le même dessin. Ouais. Faut animer, faut que ce soit un peu joli, faut que ce qui m'a arrêté de... Au début, je voulais être un peu actif sur YouTube, mais je me suis rendu compte que la plateforme n'était pas forcément généreuse avec moi. Avec les animateurs en général, je pense. Peut-être qu'avec TikTok, il y a un moyen de re-rentrer là-dedans. Mais en vrai, YouTube, c'est compliqué parce que si tu le fais vraiment par plaisir, vas-y, fais-le sur YouTube, c'est pas grave. Mais si c'est dans le but de, OK, il faut que je fasse un truc bien, qui marche et tout, c'est compliqué. Et j'essaie de faire un peu d'animation de temps en temps. J'ai fait un truc où je faisais une animation par an pour la fin de l'année. C'était compliqué parce que déjà, je travaille tout seul. Je voulais quand même faire un truc un peu quali. Et j'ai fait un truc que je trouvais un peu quali. C'est pas rentable. Rentable dans le sens où je gagne pas du tout d'argent dessus. Ouais. Mais rentable dans le sens où je me suis tellement fatigué pour ça. Ce qui fait que je n'ai pas pu faire de dessin à côté parce que je devais faire ça. Et je me suis dit, j'adore toujours ça, l'animation. J'en fais quand même. Là, à côté, je m'entraîne. Pour le moment, c'est pas je vais pas publier régulièrement dessus. Ma chaîne YouTube est dans le coma. Des gens continuent à s'abonner dessus. Étrangement, je sais pas, merci. Merci de soutenir cette chaîne dans le coma. Je ne vous garantis pas qu'il y a des choses qui vont sortir dessus, mais merci. Il y a des gens qui soutiennent ma page de Viantart sur laquelle je publie aussi des animations. Ma page de Viantart que j'ai déclaré que je l'avais officiellement abandonnée pour des raisons diverses, sur lesquelles je pourrais peut-être revenir plus tard. Mais il y a des gens qui ont continué à s'abonner dessus. Il y a quelqu'un qui a offert un premium sur DeviantArt. On peut le faire, genre on peut acheter comme sur Twitch, on peut acheter ton Prime. Quelqu'un peut t'offrir. Quelqu'un l'a fait. Ça fait 3 ans que je n'ai pas été actif. Enfin, j'ai publié un truc dans l'ensemble, mais ça fait 3 ans que j'ai plus ou moins abandonné DeviantArt. Quelqu'un a continué à envoyer un premium. Je suis du fond de mon cœur, merci, mais je suis plus là, quoi. Mais ça fait plaisir, ça fait plaisir parce que je disais tout à l'heure, c'est sur DeviantArt que j'ai commencé à publier mes premiers dessins numériques, genre digitaux. Ça a été un peu crève-cœur de partir, mais j'avais des raisons et j'ai quelques animations qui traînent sur DeviantArt en GIF. Ça aussi, c'est un truc je savais dessiner, j'avais des bases d'animation, mais dites-vous que j'animais sur Photoshop, sur la timeline de Photoshop c'est un paquebot à bouger, ce truc. C'est comme si tu essaies de... Alors, il y en a qui arrivent, hein, tant mieux pour eux, mais pour moi, j'ai l'impression d'essayer de pousser un paquebot à la main. Genre, il faut que je bouge ce bateau et j'essaie de le pousser. Ça veut dire que, mine de rien, il y a un peu d'inertie qui se crée. C'est très long. Et je uploadais ça en GIF qui pesait, je sais pas combien, parce que je faisais pas de montage vidéo... Je ne sais pas faire de son. Ça, c'est un truc qui me bloque aussi énormément. Je n'y connais rien en son. Musique, composition, même bruitage. Je cherche des stocks de bruit ici et là pour animer un peu. La dernière vidéo, qui est un test de 7 secondes d'animation sur YouTube, j'ai mis un peu de bruitage de fond. C'est une animation où on voit une ville en contre-plongée la nuit et il y a 2 personnages qui passent à travers une vitre. J'ai mis un bruit de ville, de klaxon au loin, j'ai mis le bruit du verre qui éclate, j'ai mis de la réverb et tout. Même des trucs comme ça, j'ai un peu galéré à l'époque. Le son, c'est quelque chose sur lequel je galère beaucoup et j'ai envie quand même que quand je fasse une animation qui ait du son dessus, du coup, avant de l'uploader, donc je ne sais pas si je pourrais vraiment faire un truc propre d'ici là. Je vais m'entraîner, et c'est tout. Et... C'est parce que ça reste une carrière que j'envisage de faire de l'animation. Pour le moment, je suis toujours en plein entraînement. Mon pied dans l'animation, ça a été en tant que concept artiste.
Donc, j'ai pu regarder un peu une pipeline de comment ça marche. Il y a 15 000 personnes, enfin 15 000, j'exagère, il y a 20 personnes qui... Pour arriver d'une histoire jusqu'à une vidéo finie, il y a énormément de gens qui travaillent dessus. Donc, me dire, je vais le faire ça dans ma chambre, en mode, il y en a qui arrivent, mais c'était peut-être un peu présomptueux. Du coup, les quelques animations que j'ai pu sortir, dis-donc que j'ai sué pour les faire. Mais au moins, je sais que je suis capable de sortir quelque chose, et tout ce qui me reste à faire, c'est d'être un jour de m'entourer d'une équipe. Pourquoi pas? Ce sera un peu cool de faire un mini studio pour faire des petits trucs. Il va falloir trouver le marché pour faire survivre ça aussi. Hein, et m'entraîner de mon côté à avoir de qui j'ai besoin. J'adorerais travailler avec d'autres artistes qui font du son, qui font du bruitage, des gens qui... Pour construire un truc, je sais pas encore quoi, j'ai pas d'histoire, j'ai des bribes d'ombre, de semblant, de scénario qui traînent dans des feuilles perdues dans des classeurs. Ce qui est peut-être pas forcément assez, mais je réfléchis à ce que je compte faire. C'est pareil, écriture aussi, j'ai besoin de m'entraîner. Que ce soit en animation pour faire des films ou en BD aussi. Parce que scénariste, c'est tout un art que je ne maîtrise pas. J'ai des pitchs comme tout le monde, je pense que j'ai des idées. Vous avez vu ces moments où vous parlez, je dis « Oh, ça serait bien qu'il y ait un jeu ou un film, il se passerait ça, machin, et on est omnibulé. » Il y a toujours une... Quand vous êtes en processus créatif, il y a cette ligne comme ça qui est le moment où vous entrez en plein dans cette discussion. C'est que tout le monde a plus ou moins des idées et tout. Au moment où la discussion commence, la ligne, elle monte, et il dit oh! Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que au final, l'exécution. C'est généralement là où les gens abandonnent. Et si tu es sérieux, tu commences à en discuter. Et que j'ai vu cette coupe de graphique, je l'ai vue dans une vidéo d'une meuf qui s'appelle Paula Cher, qui est une designeuse et qui explique à chaque fois la courbe des réunions. Parce qu'elle est pro, elle dit les espérances, les idées qui montent en haut, et puis c'est la chute quand quelqu'un commence à parler de la réalité. Puis là, il faut tirer à nouveau le truc vers le haut, genre, OK, voilà ce qu'on avait envie de faire au début, voilà nos obstacles, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça monte? Et tu arrives jusque-là, qui n'est jamais donc aussi haut que là, mais au moins c'est réalisable. C'est là qu'il dit, OK, qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Je ne suis pas du tout là. Je suis encore en train de faire des va-et-vient sur cette courbe-là. Parce que hier encore, je discutais avec mon frère pour dire ça serait bien s'il y avait un jeu comme ça. Et quand on le lit, on se dit ouais, ça a l'air cool, ça se vendrait de ouf. C'est parce qu'on n'a pas du tout conscience de tout ce qu'il faut faire pour que ça se réalise. C'est comme faire un film, c'est que tu as une idée. Il y avait une phrase de David Fincher qui disait que faire un film, c'est comme si tu étais un peintre et que tu tenais pas le pinceau, mais que c'était 200 personnes qui tenaient le pinceau et que tu devais leur dire quoi peindre. Il y a tellement peu de chances que ça soit exactement ce que tu voulais à la fin. Tous ces trucs m'ont toujours un peu freiné parce que, mine de rien, je travaillais toujours seul. Du coup, généralement, quand je fais un truc, c'est que ça ressemble à un peu du moins à ce que je fais. Déléguer, ça a pu être compliqué pour moi. J'ai pu un peu le faire quand j'ai pu travailler avec des équipes. Et il y a moyen à ce que ça se fasse, mais il faut qu'on s'entende bien et tout. Et pour avoir travaillé dans une équipe d'animation, je sais tout le travail et que ça nécessite de faire... une petite vidéo de rien du tout. J'ai travaillé dans une boîte qui faisait de la 3D surtout. Même si je faisais les concepts en 2D, après, c'était traduit en 3D. Et j'ai pu voir comment c'était, et c'est compliqué. Mais j'ai de l'espoir qu'un jour... L'espoir, je n'annonce aucun projet. J'ai pris l'habitude de plus dire qu'est-ce que j'allais faire. Parce que après, c'est un problème avec moi. Je peux être très secret. Parce que j'ai peur en fait que ça échoue et que les gens savent que j'ai échoué. C'est pour ça que j'en parle même pas jusqu'au moment où je réussis et je dis hey, j'ai fait ça. Et si j'ai échoué, ils seront pas au courant. Je sais pas si c'est une bonne habitude ou pas. Ça peut être compliqué pour mes proches parce que ils m'ont toujours dit que je faisais des trucs dans mon coin que je disais à personne. C'est parce que des fois j'ai peur d'être jugé sur ce que je fais. Alors que c'est mes proches, en vrai, ils seront bienveillants avec moi, mais j'ai toujours un peu de méfiance à chaque fois parce que depuis que j'étais enfant, j'ai toujours un peu été dans mon coin et je me suis trop habitué à ça. Mais je reviens à l'animation parce que je digresse beaucoup. Faire de l'animation, donc, oui. Faire de l'animation, oui, c'est dans mes envies. Je sais pas où ça ira, mais je m'entraîne. Merci d'avoir rappelé aux gens que j'avais une chaîne YouTube. J'ai des speed drawing dessus, j'ai 2-3 aperçus d'animation. Vous pouvez vous abonner, hein. Grand bien vous fasse. Je vous garantis pas. Hein. Allez sur mon TikTok.
il se passera peut-être des trucs sur mon TikTok. C'est Ershinatok. Ouais, c'est bien, c'est juste des déclinaisons du coup Ouais, gros cerveau ici, un gros cerveau. Hein. Non, mais c'est bien, ça peut garder une ligne directrice un petit peu, tu vois. Alors, on approche un petit peu de la fin de notre discussion. Il y a un élément, une chose que j'aurais aimé voir avec toi, c'est en faisant, du coup, bien sûr qu'on a des invités, on fait des recherches, normal. Ouh, qu'est-ce que t'as cherché Non, mais t'inquiète, justement, on n'est pas allé très loin. On n'est pas allé très loin, mais c'est justement sur ta page Instagram, du coup, là où tu as 29 000 followers, quelque chose comme ça. Oui, 29. Ça varie. Oh, putain, depuis que ça varie. Ouais. J'aime pas regarder ce chiffre parce que je sais qu'à un moment il va descendre 28, je dis. Oh. Ah, c'est arrivé. Hein. C'est arrivé, puis ça remonte. Et puis j'aime pas. En fait, dès que j'ouvre ma page, je scrolle immédiatement pour pas voir quel chiffre j'ai parce que j'ai pas envie de me focus dessus. Et justement, dans la description de ton profil, tu vois, tu as écrit Call me any pronoun. Ah. Il y a une histoire derrière ou... Ah, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont pris pour une fille. Il y a des gens qui m'appellent par lui. Et en fait, dans toute cette atmosphère de trucs de pronoms, je vais essayer de peser chaque mot que je vais dire parce que je sais que c'est un sujet compliqué. Je comprends les droits des gens, je comprends ce qu'ils ressentent, parce que j'ai déjà peut-être pu le ressentir moi-même. Je comprends aussi les gens que ça agace, le fait de ne pas appeler moi par tel ou tel pronom. Et ce n'est pas forcément de la malveillance, c'est de l'incompréhension. Parce que en fait, c'est chaque groupe qui a des droits revendiqués, d'autres qui ne comprennent pas parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Et en fait, à chaque fois, il y a eu des gens qui ne savent pas en fait par quel pronom s'adresser avec moi. Et je me suis dit, pour pas compliquer les choses, utilisez n'importe quel pronom avec moi, je m'en fiche. Il y en a qui m'appelaient moi il, appelez moi elle. C'est pas quelque chose qui va m'agacer, moi. C'est purement pour que les gens soient à l'aise. Oui. Donc, en vrai... Appelez-moi, par quel pronom appelez-moi votre majesté. Appelez-moi Nicolas. Appelez-moi Nicolas si vous voulez. C'est vraiment pas le truc sur lequel je vais vous attaquer. D'accord. Parce que c'est quelque chose avec lequel je suis à l'aise, pour le coup. C'est grâce à mes proches que j'ai pu explorer cette partie de moi. Et au début, on avait des inquiétudes, genre. Les gens dans la rue, j'ai peur qu'on te tape ou je sais pas quoi. C'est jamais arrivé, heureusement. Il y a des gens qui ont des mots parfois qui prononcent très fort, genre. Ah ouais. Ouais, il y a des gens qui balancent des trucs. Il y a des gens dans le bus. Après, c'est lui. Je leur en veux pas. Ils me regardent comme ça. Ils font. Et une dame qui est. Dans le bus, il y a une dame. J'étais à côté de la dame et elle m'a regardé comme ça. Elle a fait. Elle m'a regardé et le trajet de bus a été long. Hein, et elle était là comme ça. Et je me suis dit, oui, bonjour. Enfin, je me suis dit dans ma tête, je trouvais ça. Ouais. En vrai, ça ne m'embête pas. Je suis capable d'encaisser des trucs comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, juste m'habiller comme je voulais, mettre des boucles. C'est devenu mon obsession, les boucles d'oreilles. C'est mettre des... J'affiche des couleurs. Tout ça, c'est grâce à ma petite amie déjà, qui m'a aidé à peut-être découvrir des parties de ma personnalité auxquelles j'aurais peut-être pas tenté le coup. Et je me suis dit, je me suis dit, mais je me sens bien comme ça en vrai. J'aime bien, j'ai envie de mettre des trucs. Si un jour je dis, je veux mettre des talons, bah, tant pis, j'y vais. Je ne dis pas que je marcherai droit dedans. Je me suis déjà entraîné et tout. Et je me suis dit, putain, c'est cool. Des fois, je vois les fringues que les femmes portent et je me suis dit, putain, j'ai envie de mettre ça. Je sais que ça ne m'irait pas du tout. Ma physionomie fait que ça le va bien, ça ne m'irait pas forcément à moi. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie de porter ça sans complexe un jour. On n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là. La société n'en est pas là. Mais c'est parce qu'on est dans une période de transition. C'est toujours comme ça, les périodes de transition. Où, en fait, il y a un moment où la société est dans un certain paradigme. Et au bout d'un moment, il y a peut-être dans le futur où, en fait, on n'en aura rien à faire du pronom des gens. Où tu seras juste humain avant tout. Et vis ta vie. Je m'en fous, il, elle, vous. Tu es humain avant tout et j'accepte. Et nous, on est
pile au milieu où les deux vont se clasher. Et il y a des gens des deux côtés. Hein. Il y a des gens des deux côtés qui, je trouve, sont un peu agressifs. Il y a vraiment, la plupart des gens ont été bienveillants, mais je sais que la minorité qui gueule, c'est vraiment des gens des deux côtés. C'est pour ça que je ne suis pas là à prendre parti pour l'un ou l'autre, parce que j'ai entendu des gens, d'un côté des gens plus conservateurs, qui balancent des choses qui sont d'une très grande laideur. J'ai aussi entendu des gens qui, pour la cause, se sont permis peut-être un peu tout et n'importe quoi pour défendre leur cause. Je suis d'accord avec aucun des deux. Je comprends pourquoi on a besoin de gueuler sur ça, parce que si on ne le faisait pas, personne n'entendrait. Et je comprends que les gens ont l'impression qu'on voit ça partout. Oh mon Dieu, nos enfants et tout. Je comprends pourquoi ils pensent ça. Je comprends pourquoi les gens insistent dessus, parce que on va vraiment aborder tout. Bah écoute, c'est le moment si. Ok. Ouais. Parlons du mariage gay. Je me souviens d'un moment où, en fait, les gens ils disaient pourquoi est-ce que quand il y a un mariage gay, ils en font tout un plat et tout. Et je me suis dit que pour moi, c'est juste une période de... Encore, c'est le moment où il faut taper fort. Dans le futur, quand deux personnes de même sexe vont se marier, les gens peut-être n'en auront plus rien à faire. Genre, c'est juste deux personnes qui se marient. Et à ce moment-là, personne ne fera attention si c'est un mariage gay ou pas. Pour le moment, c'est encore tellement exceptionnel que les gens ils disent « Regardez-le, regardez-les ». Et on est dans ce tumulte-là. Et c'est pour ça qu'on on est dans la situation où c'est inconfortable pour tout le monde. Mais je trouve qu'il faut en passer un peu par là. On va un peu sacrifier notre confort pendant un petit temps pour on va sacrifier notre confort maintenant pour qu'on soit encore plus confortable plus tard. Je ne sais pas si cette façon de dire les choses fait sens ou qu'il est juste, mais quand on est dans un mouvement comme ça, c'est toujours... ça accroche toujours au milieu. Et encore une fois, je reparle au niveau de ma chance, où ma famille est tout à fait ouverte à ce genre de choses, et où mes proches... en fait, j'ai vu que je suis dans une communauté artistique. Il y a énormément de gens qui voient énormément de culture, énormément de points de vue, et je trouve ça cool. Par exemple, sur mon feed sur Facebook, par exemple, j'ai énormément de gens dans ma liste d'amis qui ont des positions radicalement, et quand je dis radicalement, c'est vraiment radicalement différent. À la limite de aller sortir les torches et tout. On n'en est pas encore là, heureusement, mais c'est des gens que je garde quand même. Je sais qu'il y a des gens qui disent que quand vous voyez ça, retirez juste bloquez-le. Moi, je les garde. Je garde tous ces gens qui ont des opinions politiques, religieuses ou sur la sexualité qui sont différentes de la mienne. Je les garde dans mon feed pour qu'ils apparaissent. Parce que j'ai pas envie de surtout quelque chose que j'aime pas, c'est m'enfermer dans une bulle, parce qu'on s'est rendu compte qu'on vit dans un cercle artistique où tous les gens sont un peu compréhensifs, et ça a donné une fausse impression que le monde est bien et tout. Dès le moment où on sort de cette bulle, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Et le fait que je garde des gens qui continuent à publier des trucs parfois très haineux, c'est pour toujours me faire une piqûre de rappel que ces gens-là existent aussi. Et je ne veux pas m'enfermer dans une bulle et faire comme si de rien n'était. Bah écoute, si jamais il y a un dernier mot que tu souhaiterais adresser à ta communauté ou aux personnes du monde artistique pour les encourager voilà, dans leur parcours, dans leur aventure, ben, c'est le moment. Ou même pour les artistes en général, tu vois, parce que toi, tu as la chance, comme tu dis, tu as eu de la chance, tu vois, de pouvoir être là où tu es. C'est aussi le fruit de tes efforts pour encourager ceux qui sont dans des périodes plus que les artistes, je pense que je m'adresserai à leur famille, à leurs proches. C'est que je sais que c'est étrange comme voix au début, mais il y a énormément de vos enfants qui ont des potentiels de ouf et qui ne verront jamais ça juste parce que vous leur avez dit non. Et je comprends que vous leur dites non parce que c'est quelque chose qui fait peur. Ce qu'on ne connaît pas fait toujours peur. C'est toujours comme ça. Mais le monde, il est en train d'évoluer. Il y a des métiers qui existent maintenant qui n'existaient pas il y a 10 ans. Il y a des métiers dans 10 ans dont on n'a pas idée qu'ils vont exister. Je pense qu'il vaut mieux... il y a des gens qui ont des esprits très rigides. Il y a une différence pour moi entre avoir certaines convictions et juste être enfermé sur soi-même. Je pense que si vous avez certaines convictions, je pense que vous êtes aussi ouvert à en parler avec des gens qui sont complètement différents de vous. Voilà, tiens, je pense qu'il vaut mieux que vous vous entouriez parfois de gens
c'est bien de discuter aussi avec des gens qui ont des façons de penser qui sont complètement différentes de vous. Rien que pour... Pas forcément, vous serez... Ça ne veut pas dire qu'à un moment, vous allez vous mettre à débattre et qu'à la fin, vous serez en accord. C'est même pas ça. Le but, c'est juste pour que vous vous rappeliez que tout le monde ne pense pas comme vous. Quel que soit le bord, on a parlé de bords qui sont... Quel que soit votre bord, essayez quand même de discuter parce que des fois, on associe des gens à telle façon de penser en oubliant pourquoi il en est arrivé là. Il y a par exemple des gens qui sont tombés dans, on va dire, des sectes. De notre point de vue extérieur, je dis, qu'il est idiot, moi, j'aurais jamais fait ça à ma place. On ne se rend pas compte de qu'est-ce qui fait que quelqu'un arrive comme ça même. Et donc, en gros, ce que je dis, c'est que, ok, vous n'êtes pas d'accord, mais essayez aussi de comprendre pourquoi la personne en est arrivée là et pas juste de juger son opinion seule. Et il faut que la personne aussi explique parce que si vous êtes juste là à gueuler, genre, je suis pas d'accord avec toi, et machin, ça n'avancera à rien. Discutez. Qu'est-ce que je suis compliqué. Discutez entre vous. Et c'est pas forcément que vous serez d'accord à la fin, mais au moins votre paysage sera un peu plus ouvert. Voilà. Et ah oui, je sais pas si je devais aborder ce sujet, mais concernant les intelligences artificielles, mon opinion n'est pas aussi noire et blanche que machin. Je comprends pourquoi les gens gueulent dessus, et en même temps, je suis très curieux de jusqu'où ça va aller. C'est juste que, par rapport à l'intelligence artificielle, je pense que ce qu'il nous manque, c'est un cadre, déjà pour éviter que les artistes se fassent voler leur travail, parce que ça, oui, pour le coup, je suis pas d'accord. Mais purée, j'ai regardé des trucs, je déteste la manière dont ça a été fait, mais le résultat me fascine. Donc je suis vraiment je suis en plein questionnement sur ne fût-ce que mon propre métier, genre qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mais en même temps, je suis fasciné par cet outil. Et je pense que je vais pas je condamne les gens qui l'utilisent, je condamnerai pas l'outil. Voilà. C'est pas la faute de l'IA, c'est la faute de certaines personnes qui l'utilisent. Mais je pense qu'il y a moyen, je sais pas encore lequel, d'intégrer l'IA de manière saine, tout en restant un vrai artiste. Super. Bah, franchement, merci beaucoup pour cette discussion. Et puis, encore une fois, merci d'être venu, d'avoir partagé ton histoire. Merci de m'avoir invité, m'avoir supporté. Non, je sais que je digresse beaucoup aussi, c'est quelque chose que je fais souvent. Donc voilà, vraiment, je souhaite beaucoup de succès dans tes projets à venir. Merci.